quand on interroge les Français, c'est bien l'économie, c'est bien le lendemain, c'est bien ce que l'on a dans le portefeuille qui compte aujourd'hui. Alors, il n'est pas très connu, mais c'est un signe quand même parce qu'il a été le premier hier à prendre ses fonctions. Passation express, objectif ambitieux, et on va l'écouter. Les défis qui sont innombrables commandent de traiter notre mal endémique, le déficit et sa conséquence sur la dette. Plus nous sommes endettés, plus la dette coûte, plus elle étouffe le pays. Mais nous devons réduire le déficit sans tuer la croissance. Et c'est cet équilibre que nous devrons rechercher. Alors on va revenir, on parlait de personnage austère, voilà un personnage austère, mais un autre grand professionnel. Alors pour celles et ceux dont je fais partie d'ailleurs, qui ne connaissent pas, et je rappelle qu'on est toujours avec Michel Picot, je ne sais pas si vous le connaissez, vous nous répondrez dans quelques instants, mais Amal Laoui nous a rejoint, merci beaucoup parce que vous allez nous éclairer sur le personnage. Qui est-il ? Alors d'abord, Éric Lombard est un miraculé, il a échappé de peu aux attentats du 11 septembre. À l'époque, il travaillait pour la BNP, il est à New York pour organiser l'acquisition d'une banque d'affaires américaine. Les locaux de la BNP sont en face du World Trade Center. Ce matin-là, il avait rendez-vous dans l'une des tours jumelles, sauf qu'il devait accompagner sa fille à l'école et il a donc décalé son rendez-vous. Il assiste donc en direct au crash des avions dans l'une des deux tours, un épisode qui l'a fortement marqué. Présenté comme un technicien de la finance, ce petit-fils d'un industriel dans le textile n'est pas un énarque, il est diplômé d'HEC. Éric Lombard a 66 ans, il a une longue expérience dans la banque et l'assurance. Il a commencé sa carrière au sein de la BNP. Éric Lombard n'a pas seulement un profil technique, c'est aussi un politique. Il s'engage en 89 auprès de Michel Sapin comme conseiller sous la présidence de Mitterrand. Souvent qualifié comme banquier de gauche, c'est un défenseur du capitalisme social, c'est un ex-eurocardien, mais il est aussi proche de la Macronie. Emmanuel Macron lui avait même proposé Matignon l'été dernier, même si elle n'hésite pas à critiquer certains choix du gouvernement, comme par exemple la réforme des retraites. En 93, après la défaite du PS, il quitte la politique. Après la défaite du PS aux législatives, il retourne donc dans le privé, toujours chez BNP Paribas. Il va ensuite chez l'assureur Generali jusqu'en 2017, où il est donc nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Je disais, c'est peut-être le ministre le plus attendu aujourd'hui en France. Amen. Oui, Ces chantiers, ils sont nombreux ? Oui, ils sont nombreux et son principal chantier, vous le savez, c'est le budget. Il a la lourde mission de redresser les finances publiques. Il devra très rapidement avoir des discussions avec Bruxelles. On le rappelle, la France fait partie des très mauvais élèves de l'Europe avec un déficit public qui devra atteindre 6,1% du PIB cette année et une dette publique de 3 300 milliards d'euros. Je vous propose d'écouter Éric lors de sa passation. Les défis qui sont innombrables commandent de traiter notre mal endémique, le déficit et sa conséquence sur la dette. Plus nous sommes endettés, plus la dette coûte, plus elle étouffe le pays. Mais nous devons réduire le déficit sans tuer la croissance. Et c'est cet équilibre que nous devrons rechercher. Alors Éric Lombard va-t-il réussir à relever ces défis ? On a regardé son bilan à la Caisse des dépôts et consignations. Pour rappel, la Caisse des dépôts est une institution financière publique qui exerce des activités d'intérêt général, comme par exemple la gestion d'une partie de l'épargne, le financement de projets publics et privés. Elle s'occupe aussi d'entreprises en difficulté. Alors durant son passage à la Caisse des dépôts, on lui doit plusieurs choses. La création de la Banque des territoires et la gestion de la crise d'Orpea. Son bilan, il est plutôt positif. Il laisse une institution florissante avec un bénéfice net de 3,9 milliards d'euros en 2022. Alors les défis sont de taille pour Éric Lombard. Peut-être que grâce à sa bonne étoile, il parviendra à les relever. Merci beaucoup Amal, qui connaît très très bien notre nouveau ministre du budget parce qu'elle l'appelle Éric. C'est très mignon. J'ai appris à le connaître. Eh bien, écoutez, et heureusement que vous êtes là parce que nous aussi, grâce à vous, on a appris à le connaître. Michel Picot, est-ce que vous le connaissez bien ? Et puis surtout par rapport à l'inquiétude de celles et ceux, de tous ces chefs d'entreprise que vous représentez, qui depuis 3 ou 4 mois, voire plus, vivent très très mal la situation de notre pays. Est-ce que vous êtes rassuré par quelqu'un qui fait peut-être pas trop d'esbrouf, mais en tout cas qui travaille ? Alors je ne le connais pas très bien, mais je le connais. Je le connais à 2 reprises. Je l'ai rencontré en sa qualité de patron de la Caisse des dépôts et consignations. Et c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Il gère
beaucoup de choses. C'est le banquier public, hein, si je puis dire. Mais il a géré aussi le compte CPF, qui est géré par la Caisse dépôt et consignation. Et puis je l'ai connu aussi dans une vie précédente, puisque j'étais dans le monde de l'assurance aussi. Et je l'ai connu lorsqu'il était aux commandes de Generali, à un moment où cette société d'assurance avait besoin d'être un peu redressée. Il l'a fait avec beaucoup de talent, mais je dois dire aussi beaucoup d'écoute des collaborateurs de ce groupe, mais également des réseaux de distribution, des agents généraux. Je crois que c'est quelqu'un qui laisse une image d'un grand patron, d'un patron solide, compétent et à l'écoute aussi de ses collaborateurs. Donc pour nous, l'arrivée d'Éric Lombard, enfin moi je la vois sur le plan humain. Après on verra la politique qu'il met en œuvre, mais sur le plan humain, plutôt comme quelque chose de positif. Alors, hier soir, le Premier ministre, et j'imagine que c'est la ligne de conduite qu'aura le ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé qu'il souhaitait préserver les entreprises, que les entreprises c'était le bien le plus précieux de la nation, et c'est une bonne chose que cela soit exprimé en ces termes. Et bien évidemment, nous espérons, nous, de la durée dans ce gouvernement. Je veux dire, les entreprises, elles ont besoin de lisibilité, elles ont besoin de stabilité. Et j'espère que la classe politique, dans son entier, comprendra que le monde de l'entreprise a vraiment besoin que ce gouvernement se stabilise et puisse agir pour tous les défis qui sont devant nous. Je veux dire, il y a effectivement une dette, il y a une situation de notre pays qui est préoccupante. Il faut s'y attaquer, mais il faut s'y attaquer avec doigté. Et je pense que M. Lombard a les capacités pour cela, parce que si on y va à la hache, comme cela a pu apparaître récemment, eh bien, pour les entreprises, c'est difficile. Je rappelle qu'elles sont dans une situation extrêmement fragile aujourd'hui, après les différentes crises qu'elles ont connues, et puis une situation politique que l'on peut qualifier tout de même d'instable, qui freine la consommation, qui reporte les investissements à la fois des entreprises comme de nos clients. Juste d'un mot, on parle de ces entreprises parce que aujourd'hui, et on le disait tout à l'heure sur ce plateau, la première préoccupation des Français, c'est demain, après-demain, le portefeuille, l'avenir, bien évidemment, et donc le monde de l'entreprise avec ses plans sociaux qui se multiplient, même dans les toutes petites entreprises. Ils vous disent quoi, vos adhérents? Ils disent prenez rendez-vous tout de suite avec le ministre, qu'on essaye de nous rassurer, oui. Mais rassurer, c'est de travailler dans la continuité. Est-ce que vous craignez que le gouvernement saute à nouveau ? Ah ben oui, ça on le craint, mais j'espère que ça ne sera pas le cas. J'appelle à la responsabilité de tous. Enfin, on ne peut pas censurer un gouvernement tous les 2 mois ou tous les 3 mois, voire même plus court, puisque si ce gouvernement était censuré à l'issue du discours de politique générale du Premier ministre, ça serait une catastrophe. Je veux dire, nous sommes très inquiets. La situation d'endettement du pays, ce besoin de recourir à l'emprunt, ne serait-ce que pour payer les intérêts de la dette, il n'y a pas une entreprise qui résisterait à une situation pareille. Donc, évidemment, nous sommes dépendants des marchés et une instabilité politique aussi forte, nous la redoutons. Et j'espère que ce gouvernement va lui laisser le temps de mettre en œuvre une politique. Il sera temps, au moment des élections, de la censurer ou de ne pas la censurer. Moi, je ne fais pas de politique, mais nous sommes dans un environnement aujourd'hui où chacun doit comprendre que la situation est préoccupante. Donc oui, nous sommes inquiets. Il y a des tas de dossiers qui sont sur la table, des dossiers de pouvoir d'achat, bien sûr, de nos concitoyens, de sécurité, mais aussi la simplification de la vie des entreprises. Il faut libérer les entreprises. Nous sommes trop sous la contrainte de normes qui pèsent sur le développement, sur la croissance et sur l'investissement. Il faut vraiment que les sujets de rénovation thermique des logements où le coût de l'énergie pèse sur nos concitoyens, il faut relancer le logement, il faut simplifier la vie. Enfin, il y a tant de sujets à faire plutôt que de se quereller avec pour seul agenda les prochaines élections des uns ou des autres. Franchement, on ne peut plus se payer ce luxe-là et j'espère que les politiques, d'une manière générale, vont entendre ce message de besoin de stabilité pour les entreprises. Grand merci Michel Picon, le président de l'UDEP.
l'Union des entreprises de proximité. J'espère effectivement que votre message que vous venez de délivrer sera entendu par les politiques. Un peu de sérieux, on arrête la politique, les municipales 2027. Que sais-je encore, et on travaille pour la France. Un mot sur ce ministre visiblement peu connu, mais encore une fois, décidément, depuis tout à l'heure, on parle de professionnels. Non, mais deux points quand même sur Éric Lombard. D'abord, il est comme Elisabeth Borne, plus agréable en privé. C'est pas du tout quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un de très sympathique et de très agréable. C'est un grand patron. La Caisse des dépôts, c'est la plus grande entreprise publique de France. Elle est présente dans les territoires, etc. C'est quelqu'un qui a un beau bilan, qui venait d'être conduit par Emmanuel Macron. Et c'est quelqu'un de très forte qualité. Il a deux atouts, je pense. Un, par rapport au gouvernement Barnier, il va être moins strict sur les 5% tout de suite. Il est partisan du capitalisme social, donc il va prendre en compte vraiment la vie des gens, la possibilité qu'il va y avoir pour les gens de répondre aux attentes de Bercy. Il lui fera peut-être pas de boulettes comme la bande qu'il y avait à Bercy. Il va pas les cogner. Il va pas les cogner directement. Vous voyez, je pense qu'il va vraiment prendre en compte la vie des gens. Ça va être quelque chose d'extrêmement important. Et l'autre point extrêmement important, c'est que c'est un proche. Enfin, Olivier Faure l'a dit ce matin sur une autre antenne. C'est son ami. Ils sont amis en fait avec le premier secrétaire du PS. Alors le risque aujourd'hui, c'est-à-dire parce que on est toujours à la recherche de cet accord de non-censure, et donc les décisions que va prendre Éric Lombard vont jouer considérablement. Après, il est entouré de beaucoup de gens plus à droite que lui, donc c'est là où il y a un point d'interrogation. Alors voilà, regardez Éric Lombard, un techno face au défi du budget, mais peut-être que le techno, pas si techno que ça, va réussir. En tout cas, visiblement, je pense qu'il y a des gens qui l'attendent pour le coup. Donc, c'est sur lui que tout repose, puisque le budget, c'est le premier écueil, et si ça passe pas le budget, tout ce qu'on a dit sur les autres ministres qui pourraient développer des politiques, c'est terminé, ça s'arrête là. Et après, on ne sait pas dans quoi on rentre. Il a donné ses urgences écologiques, urgence sociale, développement des entreprises, hausse, d'après ce que j'ai compris, des bas revenus, en tout cas une plus juste répartition des revenus. Donc il a un discours qui peut tout à fait séduire la gauche, et il aura la capacité... une forme de latitude donnée par le Premier ministre aussi. Je pense que s'il est allé là, c'est pas pour faire de la figuration. Donc il sait faire. Quand on a son parcours, quand on a déjà été en cabinet, en ministère, et qu'on prend Bercy, c'est qu'on a des idées, c'est qu'on veut les mettre en... Voilà, il fera... Par contre, une fois qu'il aura agi, qu'il aura fait son budget, il faut aussi qu'il le fasse connaître. Il faut faire attention à sa ministre de tutelle, la ministre du budget, qui est Amélie Montchalin, qui n'est pas réputée pour sa rondeur dans l'explication, disons les mots. Elle a plutôt un profil et une réputation de techno. Donc il faut que ce soit vraiment lui qui prenne les choses en charge. Il a le savoir-faire, il faut qu'il exerce le faire savoir, et il peut éventuellement convaincre la gauche qu'il aura une politique par le budget, que ce gouvernement aura une politique de gauche.